Au début, ce n'était qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Puis ça a en quelque sorte dégénéré en blocus réciproque, comme on les appelait. Et ensuite, cela a vraiment laissé place à la bataille pour le détroit d'Ormuz. Eh bien, nous sommes maintenant dans une autre bataille, et c'est peut-être la plus importante. Si nous ne la menons pas correctement, ou si nous ne résolvons pas ce problème ici, nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement difficile à l'échelle mondiale. C'est la bataille des munitions. Qui peut continuer à mener cette guerre le plus longtemps? Et la réponse n'est pas celle que vous pourriez imaginer. En réalité, nous avons subi beaucoup de désinformation de la part d'un grand nombre de nos hauts responsables, ainsi qu'une dissimulation délibérée d'autres informations. Aujourd'hui, nous allons lever le voile pour vous. Et nous allons vous montrer ce qui se passe réellement, sans plaisanterie, au niveau stratégique et opérationnel, avec des répercussions jusqu'au niveau tactique. Il faut regarder cela et comprendre comment ces trois niveaux fonctionnent ensemble, pour comprendre pourquoi nous sommes dans une situation aussi difficile et pourquoi nous ferions mieux de changer de cap très vite. Et d'ailleurs, ce changement de cap ne doit surtout pas consister à revenir à des opérations à grande échelle, sinon nous scellerons notre défaite. Permettez-moi d'abord de vous montrer ce que l'ambassadeur Mike Waltz a déclaré hier à la télévision parce qu'on lui a posé cette question. Beaucoup de gens s'inquiètent des munitions, en particulier de nos missiles de frappe à longue portée et de nos missiles de défense aérienne. De nombreux stocks ont été épuisés, pas seulement à cause de ce que nous avons donné à l'Ukraine au cours des 4 ou 5 dernières années. L'administration a hérité d'une situation de stocks épuisés, non seulement en raison de l'Ukraine, mais aussi du combat en cours contre les Houthis sous l'administration Biden, ainsi que d'une armée affaiblie sous l'administration Biden. Ils ont donc décidé, premièrement, de passer à de nouveaux types de munitions, moins coûteuses, et à de nouvelles technologies. Mais aussi, grâce à ces nouveaux budgets de défense, de reconstruire notre grande armée. L'armée américaine, et je l'ai vérifié sous tous les angles, a tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne avec toute l'efficacité nécessaire. Et je dois vous dire que les personnes qui divulguent ces absurdités méritent d'être en prison. Oui, bon, peu importe ces fuites d'informations. Concentrons-nous sur les faits. Premièrement, il ment. Quand vous me dites que nous avons toutes les munitions dont nous avons besoin, ce n'est pas vrai. Ou, plus exactement, peu importe que nous ayons des milliards de cartouches de certains types de munitions, si nous ne pouvons pas les utiliser, et si leur utilisation ne permet rien d'accomplir sur le champ de bataille. Et c'est vraiment le problème auquel nous sommes confrontés ici. Vous savez, comme nous le rapportions pendant le week-end, et déjà vers la fin de la semaine dernière, nous disions que beaucoup d'informations circulaient là-bas. Nous avions des informations de l'intérieur, indiquant qu'une attaque de grande ampleur était prévue pendant le week-end. Gary et moi, nous envisagions tous les deux de revenir, soit samedi, soit dimanche, selon le moment où cela se produirait. Et puis tout à coup, il n'y a pas eu d'attaque. Eh bien, il s'est avéré que nous avons pu apprendre, grâce à beaucoup d'informations, notamment dans les médias, qu'une partie de la raison, c'est que le vice-président et le président des chefs d'état-major interarmés ont fini par suffisamment faire entendre raison au président Trump pour lui dire « Hey, on a un très gros problème, là ». Et je pense que c'est à cela que Mike Waltz fait référence, ces fuites. Parce que la personne qui révèle que le vice-président et le président des chefs d'état-major interarmés disent ce genre de choses, on pourra s'en occuper un autre jour. Mais le fait est que ces gars-là ont apparemment influencé le président. Et donc, nous avons mis fin à ces 13 jours consécutifs de frappes que nous avions eus. Or, je l'ai souvent dit, ça paraissait assez sporadique et un peu aléatoire.
that it seemed kind of sporadic and sort of random. And so I started doing some analysis over the weekend. J'ai donc commencé à faire des analyses pendant le week-end. J'ai vraiment examiné toutes sortes de ressources différentes. J'ai fait des recherches sur certains générateurs d'IA, consulté beaucoup de gros titres et parlé à beaucoup d'autres personnes qui savent ce qui se passe ici. Et je pense avoir maintenant une assez bonne idée de ce que nous avons essayé d'accomplir pendant ces 13 jours et pourquoi nous nous sommes arrêtés à 13, de ce que nous avons accompli ou pas, et de ce que cela nous dit sur ce qui pourrait venir ensuite. Et, oh merde, il vaut mieux qu'on trouve rapidement quoi faire ensuite. Parce que la seule chose que ces 13 jours ont révélé, c'est ce que nous vous disions avant même qu'ils tentent ça. Même sans toutes les connaissances que j'ai acquises depuis, pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Si vous n'avez pas réussi à y parvenir en 40 jours, alors que vous utilisiez tous vos meilleurs moyens et que tout jouait en votre faveur, y compris toute l'aide apportée conjointement avec la partie israélienne, si vous n'avez pas réussi à faire bouger la partie iranienne à ce moment-là, pourquoi pensez-vous que 13 jours de plus vont changer quoi que ce soit? Et quel est l'espoir si ça ne marche pas? Eh bien, nous sommes désormais confrontés à ce problème. Ce n'est plus un problème théorique, parce que nous devons maintenant décider ce que nous allons faire, étant donné que nous avons atteint des niveaux critiques pour ces catégories d'armes importantes, comme les missiles de croisière à longue portée, JASSM, les missiles de croisière Tomahawk, l'intercepteur THAAD et les intercepteurs PAC-3. Tous sont actuellement dans une situation critique. Et voyons ce que ça signifie. Ce que j'ai fait, surtout ce week-end, c'est préparer cette carte. Je l'ai fait générer avec Gemini. Et j'ai dit, regardez, plaçons sur la carte tous les sites connus que nous avons frappés. Pas le nombre de frappes, car il était déjà très élevé en lui-même, mais beaucoup de ces sites ont été attaqués à plusieurs reprises. Vous voyez qu'il y a une concentration autour du coude du détroit d'Ormuz, près de l'installation navale de Bandar Abbas, ainsi que dans plusieurs autres endroits dans cette zone. Et puis vous en voyez quelques autres dispersés, certains autour de Téhéran, d'autres tout au nord-ouest, à Tabriz. Et comme vous le voyez, le réacteur à eau lourde d'Arak. Ils se sont donc répartis sur plusieurs sites, certains même au nord du Koweït et bien sûr sur l'île de Karg, juste dans cette zone-là. J'ai donc fait une analyse pour déterminer quelle était exactement l'intention à partir de ce que l'on peut voir des cibles qui ont été frappées. Et là encore, cette analyse s'appuie sur toutes sortes d'informations, des reportages occidentaux, iraniens, européens. Tout ce qui constituait une description crédible et valable de ce qui avait été touché, nous l'avons recoupé. C'est ainsi que nous avons pu établir cette évaluation, ici même. Ce que nous avons pu déterminer, tout d'abord, regardons ce qui a été officiellement déclaré, y compris par le commandement central. C'était le 22 juillet. Je veux préciser que c'était après le 12e jour consécutif. Et vous voyez la description. Les forces américaines ont frappé des cibles iraniennes liées aux missiles, notamment des capacités maritimes, des installations de stockage de missiles et de drones, des sites de surveillance côtière et des moyens de défense aérienne. Ces frappes ont encore réduit la capacité de l'Iran à attaquer les marins civils et les navires commerciaux. Alors, écoutez, une partie de ça était vrai. Pas tout, mais une partie l'était. Donc on peut leur accorder un tout petit peu de crédit pour avoir dit la vérité sur certaines des cibles qu'ils ont frappées. Mais la question, au-delà du fait d'avoir frappé ces cibles elles-mêmes, c'est quelle était l'intention derrière ces frappes? Qu'essayait-il d'accomplir en frappant cela? Je pense avoir pu identifier 3 grands axes d'intention opérationnelle. Au niveau opérationnel, il cherchait à réduire la capacité de menace maritime. Car l'objectif, bien sûr, est de rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est ce que nous essayons de faire depuis le 2 mars.
reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz aux Iraniens. Ils visaient donc des cibles qui servaient cet objectif. Et nous en avons parlé pendant ces 13 jours. Vous frappez toutes sortes de choses sur la côte. Et remarquez, une fois encore, le grand nombre de ces icônes d'explosion autour du détroit d'Ormuz. Vous voyez donc, tout autour de cette courbe en fer à cheval, tout le long du littoral, de Bandar Abbas jusqu'à Chabahar du côté est, puis jusqu'à l'île de Karg du côté ouest du détroit. On voit que beaucoup de frappes touchent toutes sortes de cibles le long de la côte. Bon, c'est utile dans une certaine mesure. Si c'était la seule chose que l'Iran utilisait pour contrôler le détroit d'Ormuz, ça aurait peut-être eu un certain sens. Mais en réalité, nous avons frappé de nombreux sites radars. Nous avons aussi frappé des systèmes intégrés de défense aérienne. Donc, en plus de chercher à réduire la capacité de l'Iran à contrôler le trafic maritime, l'autre objectif, mené simultanément, était de neutraliser le système intégré de défense aérienne, l'IADS, comme on l'appelle parfois, afin que les avions et d'autres types de munitions puissent passer sans être interceptés. Nous abattrions donc des radars supplémentaires. Certains étaient orientés vers le trafic maritime. D'autres visaient les moyens aériens entrants, qu'il s'agisse de drones, d'avions ou de missiles venant de notre côté. L'autre objectif était d'utiliser toutes ces frappes comme mesure coercitive, comme moyen de pression diplomatique. Au niveau diplomatique, au niveau politique, nous cherchions à faire pression sur le régime iranien pour lui dire « Hey, conformez-vous à nos exigences. Donnez-nous ce que nous demandons. Ouvrez le détroit d'Ormuz et nous ne vous donnons rien en retour. » Voilà quelle était l'intention. Mais écoutez, nous vous l'avons dit encore et encore. Revenons à la carte. Vous voyez qu'ils frappent ces sites connus. Et certains, plus à l'intérieur du pays, comme Sirjan, Shiraz et d'autres, visaient davantage les capacités de défense aérienne pour nous permettre peut-être de voler plus loin à l'intérieur du pays. Mais ce qu'on ne voit sur aucune de ces listes de cibles, ou du moins sur très peu d'entre elles, c'est quoi que ce soit sur les villes de missiles. C'est l'omission la plus flagrante qu'on puisse imaginer. Nous avons, après tout, les cibles que nous avons attaquées au cours des 40 premiers jours, puis maintenant, dans cette nouvelle période de 13 jours. Et je crois qu'au total, environ 1000 missiles ont été tirés, probablement à peu près autour de ce chiffre. Au moins, on peut rassembler des informations publiques. Et qu'est-ce que vous avez accompli avec ça? Vous avez donc réussi sur le plan tactique. Vous avez réussi à éliminer certains radars. Pas tous, mais une partie. Cela a donc rendu plus difficile pour l'Iran de se repérer ou même d'identifier ce qui se trouve dans le détroit d'Ormuz à un moment donné. Ça peut être utile. Ensuite, vous avez éliminé certains radars aériens qui permettaient d'identifier les moyens aériens entrants. D'accord, ça aussi c'est utile. Mais si vous avez touché aucune de leurs villes de missiles, cela signifie qu'ils conservent toutes les capacités dont ils ont besoin pour frapper sur toute la longueur, toute la profondeur et toute la largeur du détroit d'Ormuz ou n'importe où ailleurs, d'ailleurs, dans l'ensemble de la région. Alors vous pouvez dire, d'accord, mais nous éliminons ces radars. Ça rend les choses plus difficiles, plus difficiles, plus difficiles. Vous vous rendez compte qu'il suffit d'avoir un type sur un chameau avec un téléphone portable ou un téléphone satellite qui peut descendre dans le détroit avec une paire de jumelles et dire « Hey, voilà ceci, à cette coordonnée sur la carte. » Et on peut le détruire. C'est tout. Voilà à quel point c'est difficile. Et plus tôt aujourd'hui, Trita Parsi était dans l'émission. Il a dit que, selon certaines de ses analyses et d'autres informations, les capacités de renseignement et de ciblage de l'Iran se sont améliorées au-delà de tout ce que nous avons frappé ici. Ce qui implique que la Russie et ou la Chine fournissent des flux en temps réel provenant de satellites. Et devinez quoi? Nous n'en avons abattu aucun. Donc, pendant 13 jours, ce que nous avons fait,
c'est épuiser davantage nos munitions dans les 4 catégories clés que je viens de mentionner. Cela nous a donc rendus encore plus faibles, et ça nous a mis dans une situation très réelle. Le problème qui nous reste maintenant, c'est qu'avec l'épuisement de nos missiles, nous devons commencer à faire autre chose, comme puiser dans certaines de nos autres réserves. Ce n'est pas comme s'il y avait un grand stock unique, regroupant tous les missiles américains dans toutes ces différentes catégories et que l'on épuisait simplement l'ensemble du lot. Nous en avions certains destinés au Moyen-Orient, d'autres à l'Europe et d'autres principalement à l'Asie ou à la Chine. Ils sont donc restés dans leur propre compartiment, si vous voulez. Pendant ce temps, nous faisions ce que nous avions à faire ici, puis nous prélevions du matériel aux États-Unis dès lors que nous y avions des stocks nationaux. Eh bien, ces stocks sont, sinon épuisés, vraiment très bas. Ce qui veut dire que si vous voulez continuer au-delà de là, au-delà de ces 13 jours, si vous voulez relancer ça, si vous voulez écouter certains de ces dingues qui disent qu'il faut revenir à une guerre à grande échelle, vous allez devoir puiser dans ce qui constitue nos vraies réserves de guerre, nos stocks d'urgence fondamentaux, dans l'Indo-Pacifique ou en Europe. Vous voulez vraiment faire ça? Vous pensez que c'est une bonne idée? Vous pensez que c'est une bonne idée, si on prend un peu de hauteur, de consommer toutes ces munitions, tellement de munitions, qu'on aurait épuisé tous nos stocks pour le Moyen-Orient, en nous laissant pratiquement sans rien, du moins sans rien de substantiel, au point de devoir maintenant puiser dans l'Indo-Pacifique, dont nous disons depuis des décennies qu'il est le pivot vers l'Asie, sous l'administration Obama. Et même le président Trump a dit « Oui, c'est là-dessus qu'on va se concentrer ». L'administration Bush, avant même de partir, commençait vraiment à mettre la Chine en avant. Et puis tout à coup, vous savez, peu importe, allons simplement prélever ces missiles. Donc tout ce qu'on avait, et d'ailleurs, on n'en aura jamais assez, je l'ai dit de nombreuses fois, serait encore plus gaspillé si on devait faire la guerre à la Chine là-bas, pour quoi que ce soit. À moins d'être attaqué, ce serait suicidaire pour nous de combattre la Chine à propos de Taïwan, ou de quoi que ce soit d'autre, en mer de Chine méridionale, ou de n'importe lesquelles de ces autres îles là-bas. Ce serait un suicide absolu pour nous de faire ça. Et nous n'avons jamais eu assez de missiles pour y parvenir. Et tous les stocks là-bas, comme nous l'avons démontré ici en Iran, nous permettraient de tenir quoi? 40 jours, peut-être? 50 jours? 60 jours? Accordez-nous, disons, même davantage que ça. Qu'est-ce qui se passera après cette période-là? Vous pensez que la Chine sera à court après 60 jours? Ils en sont parfaitement conscients, tout comme les Russes, et ils comprennent désormais à quel point les armes de frappe et les armes de défense aérienne sont cruciales. Alors, ils ont travaillé sans relâche sur leur base industrielle de défense pour s'assurer d'avoir d'énormes stocks dans toutes ces catégories, pendant que nous avons épuisé les nôtres dans des guerres insensées et stupides au Moyen-Orient et en soutenant celles en Ukraine. Tout cela à notre détriment, en nous affaiblissant sur tous les plans. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. D'accord, alors quelles sont les options? Parce que ce n'est pas comme si les JASSM et les missiles de croisière Tomahawk étaient les seules armes dont nous disposions. Nous en avons d'autres, notamment les JDAM et les SDB. SDB signifie bombes de petit diamètre. Elles sont tirées depuis des appareils comme les bombardiers B-2, les B-1, les F-35, les F-16, les F-18, et ainsi de suite. Toutes sortes d'autres avions peuvent aussi les tirer. Donc c'est pas seulement une question de missiles de croisière Tomahawk qui peuvent être lancés depuis les airs, depuis la mer ou depuis le sol, et ainsi de suite. Mais là aussi, il y a de gros problèmes. Je pense donc que c'est de cela que l'ambassadeur Waltz parlait en fait dans le premier extrait sonore que je vous ai montré, quand il a dit « Hey, nous avons beaucoup de... »
Nous avons d'autres munitions que nous pouvons utiliser. Nous en avons des tonnes. Et ils en ont probablement. We got other ammunition we can use. So we got tons of it, and they probably do. We probably do have a lot of JDAMs and a lot. Nous avons probablement beaucoup de JDAM et beaucoup de SDB, et sans doute aussi quelques autres catégories. Mais il y a un gros problème avec ça. Les Tomahawk et les JASSM, vous pouvez les tirer. Ce sont des missiles de croisière à longue portée. Vous pouvez les lancer à plusieurs centaines de kilomètres, littéralement. Les JDAM, elles, ont une portée d'environ 25 km pour certaines versions, d'environ 50 km pour d'autres. Je crois comprendre que certaines peuvent peut-être aller jusqu'à 65 km. Les SDB font un peu mieux. Elles peuvent aller jusqu'à environ 100 km. Mais chacune de ces armes doit être lancée depuis les airs. Elles doivent être utilisées par nos avions de chasse. Donc, si vous cessez maintenant d'utiliser ce type de missile de croisière Tomahawk, ou si vous commencez à manquer d'attaques MS, parce que nous avons aussi des missiles lancés depuis le sol qu'on pourrait inclure dans cette catégorie. Eux aussi commencent à manquer, parce que nous en avons également donné une partie à l'Ukraine. Nous en avons donné à Israël et nous en avons déjà utilisé ici aussi. Donc je ne connais pas leur nombre. Je n'ai pas pu établir le niveau des stocks, mais je sais que nous en avons utilisé un bon nombre. Mais eux aussi sont disponibles en quantité limitée et leur emploi est soumis à certaines restrictions quant aux endroits où ils peuvent être tirés. Et maintenant, si vous dites que nous ne pouvons plus utiliser ces missiles de croisière JASSM et Tomahawk, ceux de longue portée, alors nous allons devoir intervenir davantage avec nos avions. Disons que nous écoutons Jack Keane et que nous revenons à une guerre à grande échelle. D'accord. Et disons que nous avons encore 40 jours. Et on se dit, bon, répétons simplement la première option, mais cette fois en utilisant ces autres types d'aéronefs, au lieu de tous les Tomahawk et les JASSM. Et voyons si ça ne pousse pas les Iraniens vers la paix. Eh bien, premièrement, ça ne changera rien. Les villes de missiles sont tout aussi imperméables aux JDAM et aux SDB qu'aux Tomahawk et aux JASSM. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Mais la deuxième chose, encore plus importante, c'est que maintenant, et rappelez-vous, au cours des 40 premiers jours de tout ça, nous avons perdu 42 appareils, une poignée d'avions de chasse, des avions de ravitaillement en vol et bien sûr, des hélicoptères. Et puis ces deux C-130 qui ont été touchés au sol alors qu'ils tentaient apparemment de secourir un pilote. Mais c'était 42. Et puis il y a les drones MQ-9 Reaper, qui sont terriblement importants pour nous dans cette guerre, parce qu'ils servent à l'acquisition de cibles et à la surveillance du renseignement sur le champ de bataille. Leur perte a déjà été considérable. Eh bien, si vous dépendez de ces moyens, auparavant, nous n'avions pas besoin d'exposer autant de pilotes, parce que nous pouvions tirer de très loin depuis des sites de lancement au sol, voire depuis des sites de lancement en mer. Maintenant, vous allez devoir lancer presque tout cela, et certainement toutes les JDAM et les SDB, depuis les airs. Cela signifie qu'il faut voler plus loin au-dessus du territoire ennemi. Il faut prendre davantage de risques s'il dispose de missiles antiaériens susceptibles d'être tirés ou de tirs antiaériens. Donc, cela va les mettre en danger. Nous avons la domination aérienne sur le théâtre d'opération, mais ce n'est pas la suprématie aérienne. Le risque existe toujours, et il continuera d'exister. Mais il y a aussi le problème de l'usure des avions. Vous allez leur imposer tellement d'heures de vol, dans des conditions pour lesquelles ils ne sont pas conçus. Ils ne sont pas configurés pour ça. Notre armée de l'air n'est pas conçue pour mener des combats aériens continus, prolongés et soutenus sur le long terme. Nous allons épuiser ces plateformes. Et encore une fois, tout comme lorsqu'on épuise les missiles à grande vitesse et à longue portée, les JASSM et les Tomahawk, vous commencez à user vos chasseurs de 4e et de 5e génération.
Et qu'allons-nous faire si soudainement nous devons nous engager dans un conflit imprévu contre la Russie ou la Chine? Trop peu de gens y pensent. Moi, oui. Les Chinois et les Russes aussi. Ils suivent ça de près. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas entrés dans cette guerre, c'est qu'ils se contentent de nous laisser continuer à épuiser tous nos missiles, surtout nos missiles importants à longue portée et nos missiles de défense aérienne. Et ils se contentent de nous laisser épuiser nos avions, nos JDAM et tout le reste. Parce que même tout ça ne peut pas être fabriqué efficacement, vous savez, à raison de 100 unités à la fois. On ne peut pas vraiment augmenter la production très rapidement. On essaye de faire beaucoup de choses dans ce domaine, mais ça prend du temps. Et je parle d'un temps qui se mesure en années. Quand Mike Waltz, dans l'extrait que je vous ai montré au début de l'émission, a fait cette même remarque du genre « Oh, et on va étendre, on va construire toutes sortes de nouvelles usines. » Oui, c'est très bien. Dans des années, en 2028, 2029, 2030, vous savez, cette guerre sera terminée bien avant ça. On ne peut même pas arriver jusque-là, chers amis, si notre économie ne survit pas à tout ça. J'y reviens dans un instant. Mais là, je parle de notre défense nationale. Comprenez bien ceci. Tout ce que je vous dis en ce moment continue d'éroder et de diminuer nos capacités en matière de sécurité nationale pour une guerre que Benjamin Netanyahou voulait. Et il sera là demain. Dieu seul sait ce qu'il va amener le président Trump à faire. Il va certainement essayer de le pousser à reprendre une guerre à grande échelle. Mais on ne peut pas faire ça tout en continuant à répondre à nos besoins mondiaux, parce que nous dégradons notre niveau de préparation militaire dans tous les domaines pour une guerre qui n'a pas d'importance. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Voilà donc quelques-uns des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le rythme de consommation serait tout simplement astronomique. Si nous menions une nouvelle campagne de bombardement de 40 jours ou une autre de 13 jours, tout ce que nous accomplirions, ce serait d'épuiser davantage nos munitions. Cela ne changerait pas l'équilibre des forces sur le terrain, parce que nous ne frappons même pas les cibles qui comptent, car l'Iran a anticipé cela. Et quoi que nous leur retirions, quel que soit le nombre de personnes que nous tuions, quelles que soient les difficultés imposées à leur économie, ils tiendront. Ils ont déjà l'expérience de ce genre de choses. Leur culture, leur religion, leur état d'esprit souffrent en ce moment. Et ils sont prêts à le faire, parce que leur colère contre nous est immense. Et ils savent aussi compter. Ils voient toutes les choses que je vous explique. Et ils comprennent que plus ça dure, la guerre d'usure ne leur fera pas mal, les amis. C'est nous qu'elle fera souffrir. Et comprenez bien ceci. Dans une guerre d'usure, les deux camps vont souffrir. C'est comme ça. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais vous devez pouvoir tenir un jour de plus que l'autre camp. Donc, s'ils n'ont plus de munitions, si leur économie s'effondre, il vous suffit de tenir un jour de plus. Et c'est quelque chose de très important à comprendre dans cette guerre. Pour que les États-Unis réussissent, nous devons vaincre l'Iran, militairement et politiquement. Soit nous devons obtenir le changement de régime que Sid Rosenberg réclamait hier, je vous l'ai montré dimanche, soit nous devons les amener à se conformer à ce que nous faisons. Mais comment allons-nous y parvenir si nous n'avons plus de munitions? Comment allons-nous y parvenir s'ils sont capables d'aller plus loin que nous, parce que leur mentalité est d'endurer? Et même s'ils doivent subir de lourdes pertes, y compris physiques, ils sont prêts à le faire. Et ils l'ont démontré. Ce n'est pas seulement de la rhétorique. Ils l'ont déjà démontré auparavant. Et si on essaie de faire ça, et qu'au final, tout ce qu'on obtient, c'est de nous affaiblir et de prouver une fois de plus qu'on ne peut pas pénétrer des montagnes de granit,
Franchement, ce n'est pas si difficile à comprendre. La réponse ne vous plaira peut-être pas, mais les fondamentaux crient qu'ils finiront par s'imposer. Et c'est ainsi que les choses tourneront si nous continuons d'ignorer la réalité. Et malheureusement, certains veulent ignorer la réalité. Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose qui est passé sur Fox News. Je crois que c'était aujourd'hui. On a posé une question à Victoria Coates. Est-ce qu'on devrait envisager autre chose, comme trouver une issue diplomatique? Et comme l'animateur va le dire dans un instant, battre en retraite et partir. Ce qui est évidemment une formule empoisonnée. Mais elle répond à ça en disant « Oui, nous ne devrions pas faire ça ». Si nous parvenons à gérer notre situation économique de manière responsable, sans trop faire souffrir les Américains, alors cette pression interne sur l'Iran est peut-être ce qui finira par nous permettre d'aboutir. Donc vous êtes d'accord avec le sénateur Kennedy. L'Amérique ne devrait pas abandonner et partir en catastrophe, n'est-ce pas? Non, je n'en vois pas l'intérêt. Je veux dire, le président a fait ce qu'aucun président avant lui n'avait été prêt à faire. Mener une action militaire majeure contre l'Iran, lui infliger des dommages concrets et s'en prendre à son programme nucléaire. Ce serait une perte de temps et d'efforts de battre en retraite et de partir. Surtout que je pense que nous avons mis en marche une sorte de désintégration inévitable du régime iranien. Mon Dieu, vous êtes sérieux? Vous pouvez dire ça sans sourciller? Et pourquoi le présentateur n'a rien dit? La désintégration inévitable du régime iranien? Vous n'avez pas entendu? Manifestement, vous n'avez pas entendu ça. Vous n'êtes pas au courant qu'ils ont subi 8 ans d'une guerre menée par l'Irak contre l'Iran, que nous avons soutenue. 8 ans. Des centaines de milliers de morts. Pas 3 ou 4 000, pas 10 ou 20 000. Des centaines de milliers de morts. L'Iran a connu la destruction quasi totale de son économie. Et pourtant, ils ont tenu bon. Ils ont survécu. C'est de l'histoire récente. Et vous pensez d'une manière ou d'une autre que maintenant, après quelques semaines de difficultés économiques, ils vont faire autrement que ce qu'ils ont fait auparavant, il y a seulement quelques années. Je veux dire, c'est insensé, parce qu'elle conseille aux États-Unis de s'engager dans une voie qui mènerait inévitablement à la destruction du régime iranien, alors qu'il n'y a aucune preuve que cela se produira. En réalité, les preuves criantes vont dans le sens inverse. Même sur le plan politique, on voit leur détermination se durcir et des dizaines de millions de personnes soutenir le gouvernement comme elles ne l'avaient jamais fait auparavant. Certainement pas à ce niveau-là, ni à ce degré-là, grâce à notre guerre de choix. Elles semblent ne pas en avoir conscience. Non, tirons simplement quelques missiles de plus et ne nous retirons pas à cause du sophisme des coûts irrécupérables. Oui, enfin, on a déjà fait ce genre de choses. Ce serait du gâchis si on se retirait maintenant. C'était déjà du gâchis le jour où vous avez commencé, Victoria. Voilà le problème, Président Trump. Vous n'auriez jamais dû commencer ça. Et ce coût irrécupérable a aussi été payé en sang, mais également en argent et en munitions, de vraies munitions. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. Vous pouvez allouer 100 milliards de dollars à toute une série de nouveaux missiles, mais vous ne pourrez pas les fabriquer avant des années. Alors, vous parlez de ce qui est inévitable. Voyons ce qui pourrait l'être. À cause de tout cela, la fermeture du détroit d'Ormuz et les restrictions désormais imposées à Bab el-Mandeb, en mer Rouge, n'ont fait qu'aggraver le problème. Des difficultés à court terme se profilent. Il n'y a pas seulement le prix du pétrole, ni même uniquement l'approvisionnement mondial en pétrole, aussi important soit-il. Les choses les plus importantes, ce sont le gazole, le carburant aviation, les engrais et l'hélium. Parce que tant d'autres activités économiques dépendent de ces choses-là. On ne peut pas produire du PIB si on n'a pas tous les apports énergétiques nécessaires. Et ça veut dire tous les apports.
Pas seulement le pétrole, pas seulement le gaz, pas seulement l'énergie en général, mais aussi le gazole pour transporter les choses, les engrais pour faire pousser les cultures, le carburant d'aviation pour transporter les marchandises et évidemment les gens. Or, toutes ces choses sont aujourd'hui soumises à de fortes contraintes. Et ce n'est même pas tant le prix du pétrole en lui-même que les produits dérivés qui en sont issus, parce que l'activité économique repose sur tout cela. Et vous voulez mettre tout ça en péril en essayant de contraindre le petit tyran à faire ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'on y gagne, au juste, face à tous ces coûts considérables? C'est insensé. Et pourtant, nous nous engageons sur une voie qui nous rend militairement sans défense, ou à défaut, extrêmement limités. Peu importe le nombre d'avions, de porte-avions, de chars, tout ce que vous voulez, que nous avons, si vous n'avez pas de munitions pour tout ça, les amis, ça ne voudra absolument rien dire. Alors, vous usez l'armée, vous épuisez les stocks de défense, vous brûlez nos réserves de pétrole, la réserve stratégique de pétrole. Vous augmentez le coût de tout ce qu'on fait et vous réduisez la disponibilité des intrants même, des produits pétroliers dont nous avons besoin pour faire tourner notre économie. Et il n'y a aucun moyen d'en reprendre le contrôle en le retirant au détroit d'Ormuz, ni probablement au détroit de Bab el-Mandeb non plus. Pourtant, tout ça ne semble pas atteindre ces gens-là, parce que, aussi mauvais que cela a été pour Victoria Coates, c'est bien plus direct pour Jack Keane. Nous sommes, je pense, sur la voie d'un retour à des opérations de combat majeures. Et si nous parvenons à y revenir, ce sera évidemment tout à fait dévastateur pour l'Iran. Non seulement ils perdront les capacités militaires qui leur restent, mais ils perdront aussi toute viabilité économique, y compris leur secteur pétrolier et les autres activités qui leur procurent des revenus. Notre plan est d'une ampleur considérable. Il dépasse tout ce que nous avons fait dans le cadre d'Epic Fury, et même au-delà. Et évidemment, les Israéliens y participeront. Vous savez ce qui est absurde dans ce commentaire? C'est lui, le président de l'Institute for the Study of War. Et je le dis tout le temps, ils sont vraiment très bons pour les cartes, mais ils sont nuls en analyse. Enfin, parfois, quand personne ne fait attention, moi, je le fais. Parfois, dans le détail de certains de leurs rapports, ils disent effectivement la vérité. Ils publient des rapports tous les jours. Sur cette mini-offensive de 13 jours qu'on vient de mener, je ne sais même pas comment l'appeler. L'ISW en a fait une analyse, parce que ça fait quoi, 2 ou 3 jours qu'on n'en a pas fait. Ils ont donc analysé ce qui avait été fait. Jack Keane, le président de l'Institute for the Study of War, vient de dire « Hey, allons-y, retournons-en faire une autre, encore plus grande que cette guerre de 40 jours. » Mais ensuite, quand on regarde ce que son organisation a dit sur la guerre de 13 jours, c'est un peu différent de ce dont il parle ici. Ceci a été publié hier. Le niveau actuel et le type de frappe américaine n'ont probablement pas réussi à affecter de manière significative la volonté du régime iranien de poursuivre et d'atteindre ses objectifs stratégiques par la force, y compris le contrôle à long terme du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont frappé environ 1000 cibles entre le 12 et le 24 juillet, contre 13 000 en 38 jours durant la première phase de la guerre, en avril et en mars. Les États-Unis n'ont mené aucune frappe en Iran depuis le 24 juillet. Donc vous avez échoué avec 13 000 cibles frappées en 40 jours, ou 38, comme ils l'ont dit. Encore 1000 ici. Vous avez échoué ici. Vous avez échoué ici. Et maintenant, Monsieur le Président, vous voulez y retourner et en faire encore davantage. Pourquoi ces deux-là ont-ils échoué? Est-ce parce que vous n'avez pas utilisé assez de bombes? Ou est-ce parce que toutes les bombes que vous avez utilisées ne pouvaient pas pénétrer les montagnes de granit? Franchement, c'est pas si difficile à comprendre. Il y a comme un brouillard, une sorte d'aveuglement
opaque qui plane sur l'élite de notre pays. Soit ça, soit ils veulent vraiment retourner à la guerre, parce qu'ils veulent que cette affaire dégénère en grand affrontement. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de théories qui circulent là-dessus. Avant, je les écartais d'emblée. Mais quand on voit autant de gens, soi-disant intelligents, prendre des décisions qui ne peuvent quasiment mener à rien d'autre qu'à notre destruction et à notre échec, assurément à une défaite. Et encore une fois, rappelez-vous, la Chine et la Russie y prêtent énormément d'attention. Elles voient cette puissance militaire américaine, autrefois si imposante, se déchirer elle-même et nous rendre sans défense. Si elles voulaient déclencher une guerre, je ne pense pas qu'elles aient intérêt à le faire en ce moment. Mais il faut se dire qu'elles y réfléchissent peut-être davantage maintenant, parce qu'elles voient l'Amérique. Elles savent que nous n'en sommes pas capables. Notre base industrielle n'est qu'une pathétique fraction de ce qu'elle pourrait être, de ce qu'elle a l'heure, parce que nous ne voulons pas faire ça. Nous ne voulions pas nous engager pleinement dans une logique de guerre. Nous voulons simplement que ces entreprises gagnent beaucoup d'argent. Alors nous allons continuer à faire les choses comme nous l'avons toujours fait, peut-être juste un peu plus. On va développer ça un peu. Mais ça n'arrivera pas à temps. Ce sera dans plusieurs années, si ça arrive un jour. Oui, on peut monter jusqu'à 1500 milliards de dollars. Un chiffre dingue. Un budget de défense de 1000 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est dans des années. Là, on met de l'argent dans les poches des gens tout de suite. Tous ces riches, toutes ces élites, ils gagnent de l'argent à tour de bras. Alors ils ne pourraient pas être plus contents. Mais notre défense nationale elle-même est en train d'être démantelée sous vos yeux. Sur les conseils de gens comme Victoria Coates, Jack Keane, le général Kellogg, Mike Pompeo, toutes ces personnes qu'on continue d'inviter ici, et le président Trump, parce qu'il est tout en haut de la liste. C'est lui qui décide. C'est lui qui va prendre cette décision. Et vous avez des gens comme Mike Waltz et plusieurs de ces autres personnes qui passaient dans les émissions du dimanche. Le sénateur Kennedy en faisait partie ce week-end. Il trouvait toutes les excuses possibles pour expliquer pourquoi nous devons continuer à faire la guerre, apparemment sans tenir compte de tout ce que je vous dis ici même. Encore une fois, je n'en sais pas assez pour savoir s'il y a une raison tordue pour laquelle ils veulent nous engager sur une voie où nous serons sans défense sur le plan militaire. Ça ne semble avoir aucun sens. Mais ce qu'ils font en ce moment n'a clairement aucun sens non plus. Ce que je vous dis là, ce n'est pas difficile à comprendre. Je n'ai accès à aucune information classifiée. Je n'ai accès à personne qui dispose d'informations classifiées. Tout cela vient de sources ouvertes, et une grande partie est fournie par le commandement central. Merci beaucoup. Le reste provient de certaines sources au Moyen-Orient. Tout est accessible publiquement. N'importe qui peut le comprendre. Pourquoi eux n'y arrivent pas? La plupart des gens que j'invite ici à la télévision, à part peut-être Victoria Coates, ont accès à des informations classifiées. Ils ont accès à des gens qui disposent d'informations classifiées. Comment peuvent-ils ne pas comprendre tout ça? Et ensuite, vous le voyez se concrétiser sur le terrain. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je ne connais pas les motivations. Je vais arrêter de spéculer parce que ça ne sert à rien. Mais ce que je continuerai à faire pour vous, c'est de ne pas me laisser intimider ni compromettre, de vous dire la vérité et de vous montrer très clairement que ce que vous voyez de vos propres yeux est réel, ainsi que les conséquences que cela pourrait avoir plus tard pour vous. Pas seulement pour notre pays, mais pour vous personnellement, à cause de toutes ces situations économiques. Je vous le dis, le président Trump, ou qui que ce soit, a vraiment fait, encore une fois, un travail magistral de manipulation du marché pétrolier. Le pétrole a chuté de 7 ou 8 dollars pendant le week-end
sur l'affirmation qu'une nouvelle forme de diplomatie allait arriver. Nous voulons donner une chance à la paix. Diplomacy was coming in. We want to give spaces. The ambassador said there's space to more. L'ambassadeur a dit qu'il y avait encore de la place pour davantage de diplomatie et de discussion. C'est complètement n'importe quoi. Il n'y a pas de discussion. La partie iranienne dit qu'elle ne parle à personne ici, parce qu'elle ne fait pas confiance à un seul mot de ce qu'on dit. C'était pour le marché, et ça a marché aujourd'hui. Mais ça n'a pas changé la quantité de pétrole disponible sur le marché. Ça n'a pas eu d'effet sur les volumes de diesel, de carburant aviation, d'engrais, ni sur tout l'hélium, etc. Et c'est le manque d'intrants qui va avoir des conséquences sur votre agriculture, sur l'acheminement des denrées jusqu'au marché, sur le transport de tout. Tout ça est bien réel, et ça va s'accumuler. Vous ne pouvez pas faire disparaître ça par la manipulation. C'est la réalité. Et tout ça arrive ici. Et il faut simplement espérer et prier que, comme le président Trump l'a fait, ils reconnaissent au moins que cette histoire des 13 jours a échoué et qu'ils disent « Hey, il faut qu'on arrête et qu'on fasse autre chose ». Ils n'ont donc pas eu le grand rang ce week-end. Il reste donc un peu d'espoir. Peut-être que suffisamment d'informations pourront circuler et que la raison pourra l'emporter. Au moins pour éviter de nous affaiblir davantage et de placer notre pays et notre sécurité nationale dans une situation de vulnérabilité inutile. On ne peut qu'espérer. Mais ici, vous continuerez à recevoir la vérité. On vous apprécie et on a hâte de vous retrouver demain dans le Daniel Davis Deep Dive.